Bonjour à tous, donc je suis Claire Tourmen et me voici en direct depuis les États-Unis, depuis la côte ouest. Donc je ne peux pas être avec vous en direct live parce que c'est le milieu de la nuit pour moi à cause du décalage horaire. Mais je suis ravie d'être avec vous même à distance par le biais de cette vidéo. Je suis ravie que cette journée se tienne finalement et d'avoir l'honneur d'en faire l'introduction. Donc, je veux faire une, si possible, brève mais fournie quand même introduction pour développer un petit peu les concepts qui vont, je l'espère et je le pense, être discutés pendant cette journée sur la théorisation des politiques publiques. Donc, on va essayer de faire un petit tour d'horizon ensemble de la manière dont cette question a pu être posée dans la littérature internationale et donc majoritairement anglophone et en partie nord-américaine, et comment la question a été débattue dans cette arène. Donc je commencerai par la première diapositive, numéro 1. Qu'est-ce qu'une politique publique? Et je soulignerai le fait que s'intéresser à la théorisation des politiques publiques, ça commence par une difficulté, et tous ceux qui ont à s'occuper des politiques publiques le savent bien. C'est un objet abstrait, complexe, difficile à voir et même à se représenter. Donc comment est-ce qu'on peut essayer éventuellement de matérialiser ce que serait un programme ou une politique publique? Alors le terme nord-américain, ça va plutôt être programme public. On parle de program evaluation, et en France, on va parler plutôt de politique publique, hein, évaluation de politique publique, mais on va dire que momentanément, ça regroupe à peu près les mêmes objets. Alors, si on passe à la diapo numéro 2, une des représentations les plus classiques et les plus connues des politiques publiques nous vient de l'analyse des politiques publiques en 1984 à travers le modèle fameux de Jones qui est représenté sur la diapositive. Donc c'est un modèle cyclique qui décrit le cycle d'une politique publique, donc qui commencerait avec la mise sur agenda, la formulation, la mise en œuvre, la budgétisation et enfin l'évaluation de cette politique qui, en théorie, devrait influencer elle-même la prochaine mise sur agenda. Bien sûr, Jones n'était pas naïf, hein, il voyait bien les limites de ce modèle, c'est-à-dire que tout ne se passe pas de manière aussi linéaire, il y a des courts-circuits entre les différentes étapes. Voilà, cette modélisation qui va de la conception à l'évaluation se retrouve dans d'autres modèles, et des auteurs nord-américains, Campbell et McGrath récemment, que j'aurai l'occasion de reciter, nous disent que finalement une théorie de la programmation sociale représente la manière dont les programmes et les politiques se développent, s'améliorent et changent, et spécialement en regard des problèmes sociaux. Alors, tout irait bien si on s'arrêtait là, mais il y a le fameux Scriven que vous voyez en photo sur la diapositive, qui est un auteur nord-américain philosophe et mathématicien de formation, assez controversé, assez stimulant aussi, je dois dire, à lire et à écouter. Scriven a mis un pavé dans la mare dès les années 70, puisqu'il a dit « il ne faut pas théoriser, il ne faut pas chercher à représenter les politiques publiques, il ne faut même pas chercher à les connaître plus que ça. Tout ce dont un évaluateur a besoin pour évaluer une politique publique, c'est une bonne méthodologie. C'est juste une connaissance absolument minimale du domaine d'intervention. Et ensuite, il doit mettre en place une méthodologie suffisamment complète pour mettre à jour l'ensemble des effets, les effets qui soient attendus ou non, on ne sait pas, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui est attendu par la politique. On va juste voir les effets. Par exemple, si une formation devait se tenir, on n'irait pas interroger surtout les formateurs pour savoir ce qu'ils ont l'intention de faire, mais on irait observer le déroulement de la formation, on irait évaluer les élèves avant, après, et on essaierait de voir ce qui a changé, ce qui a évolué chez eux. Donc, Scriven nous dit, on peut n'avoir aucune théorie de la politique, mais voir comment elle produit ses effets. La seule information utile sur un programme
ce sont les effets qu'ils sont censés produire. Euh, alors, pourquoi Scriven, donc c'est ce qu'il appelle la goal-free evaluation. Et pourquoi Scriven prend-il cette position extrêmement radicale où il dit aux évaluateurs, n'allez surtout pas vous intéresser aux objectifs et au déroulement des programmes. C'est son background philosophique qui lui impose cette prise de position. Il dit c'est pour avoir plus d'objectivité. Il dit sinon le gros risque, c'est que les évaluateurs vont être pollués, influencés, biaisés par la connaissance des objectifs et ils vont juste chercher à voir si les objectifs A, B, C, qui étaient ceux du commanditaire de la politique ou du programme, se réalisent. Il y a un énorme biais de confirmation. Donc il dit il ne faut surtout pas s'intéresser plus que ça à la conception et au déroulement du programme, uniquement à ses effets. Position très polémique, y compris en Amérique du Nord. Donc, ce que je peux dire aussi, la position de Scriven qu'il a développée méthodologiquement s'appuie beaucoup sur une méthodologie de checklist. Donc, il a créé des checklists pour l'évaluation de différents secteurs d'action publique qu'il a constituées avec des experts et qui sont censées être plus ou moins exhaustives et épargner aux évaluateurs le biais de s'intéresser aux objectifs du programme X ou Y, mais il y aurait des checklists utilisables pour un ensemble de programmes qu'il a mis en ligne, en partie publiés, etc. Ces gros exemples de base de référence sont l'évaluation des vins, avec des checklists du goût, des différentes saveurs, couleurs, textures, etc. des vins, ou l'évaluation du transport aérien, et notamment des avions par les pilotes d'avion. Alors, comme vous le voyez sur la diapositive, j'ai pris une photo en bas à la conférence de la Société américaine d'évaluation à Chicago en 2015, et il y avait un stand qui représentait, vous connaissez peut-être ce schéma classique, l'arbre de l'évaluation avec les différentes approches, et dedans on retrouve la goal-free evaluation, et les évaluateurs qui passaient par là étaient sollicités pour mettre une petite étoile et dire, ou une petite feuille, et dire quelle méthode ils employaient, ils préféraient employer. Alors, vous ne le voyez peut-être pas parce que l'image est assez petite, mais la Goal-Free Evaluation a assez peu de succès, elle est assez peu employée, elle est d'ailleurs assez peu publiée, donc c'est une de ses limites. C'est une approche stimulante, intéressante, mais qui est en pratique peu adoptée. Alors, peut-être qu'elle est peu adoptée, notamment, diapo suivante, numéro 4, parce qu'il existe une autre approche qui prend frontalement l'opposition, qui est frontalement opposée à l'approche de Scriven. C'est une approche qui s'appelle Theory-Based Evaluation, donc l'évaluation basée sur la théorie. Et cette approche, à l'inverse, implique de théoriser les politiques publiques pour pouvoir les évaluer correctement. Alors, cette approche, elle est prônée par différents auteurs, comme Chen, un des premiers, en 90, puis Stame en Italie, puis Pawson en Angleterre, j'y reviendrai, qui sont des tenants de cette approche dite theory-driven ou theory-based. Donc il critique la méthode précédente qui est centrée uniquement sur les méthodes comme inefficace parce que elle n'arrive pas à ouvrir la boîte noire des politiques publiques et du coup les évaluateurs peuvent se tromper et regarder les mauvais effets. Comment faire du coup? Première étape, ils disent au contraire, il faut s'intéresser à la politique publique. Weiss nous dit en 98, il faut walk around, look and chat, donc il faut se promener littéralement autour de la politique et des acteurs qui la font et en bénéficient, il faut observer et il faut discuter avec les gens, puisque les programmes sociaux sont des objets complexes. Donc il faut s'y intéresser, il faut aller les étudier de près. Donc, toujours tenancier de cette méthode, Pawson, il va même plus loin, il dit go forth and theorize. Donc il dit aux évaluateurs, allez-y, théorisez. Au contraire, théorisez les politiques publiques. Donc la première étape d'une telle théorisation, c'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Théoriser une politique publique, c'est un concept avec lequel on n'est pas forcément familier.
Donc la première étape d'une théorisation des politiques publiques consiste à s'intéresser aux théories de programme, selon le mot de Shen, ou ce que Houlet appelle la programme logics. Donc c'est une chaîne d'hypothèses causales ou d'assertions causales qui lie les ressources, les activités et les effets des programmes avec ses buts et qui implique un mécanisme de changement. Donc, les tenants de cette approche theory-based nous disent qu'il faut modéliser les liens causaux qui unissent les objectifs, les réalisations et les effets d'un programme. Une politique publique, nous disent-ils, c'est un mécanisme causal, c'est-à-dire qu'on va agir avec un certain nombre de moyens pour provoquer des changements dans le public, chez les citoyens, et on veut voir si cette hypothèse causale se vérifie. Donc tout est apparemment centré autour des causal chains, et ils nous disent donc la première étape, c'est de représenter pour un programme ou une politique donnée quelle est l'hypothèse causale derrière la politique. Les liens causaux, on peut dire également. Alors il y a plusieurs outils pour ce faire. Vous êtes certainement familier dans la salle avec certaines des méthodes qu'on peut utiliser. C'est certainement quelque chose qui vous parle, notamment si vous avez reçu peut-être une formation un peu formelle à l'évaluation où on vous aura présenté ces différents outils. Donc je vais les représenter très brièvement. Le premier outil, un des plus anciens, hein, si on essaye d'opérationnaliser le modèle de Jones pour décrire et théoriser une politique publique, c'est celui de Stuffelbeam en 80. Le fameux 80, c'est la traduction française, hein, le texte américain est antérieur. Donc c'est le modèle CIPP, donc Context, Input, Process, Product. On voit assez facilement à quoi ça correspond, même si on n'est pas bilingue en anglais. On part du contexte, donc quels sont les besoins, les objectifs. Input, ce sont les approches qui ont été identifiées pour les adresser. Process, c'est ce qui est mis en œuvre dans le programme. Et product, c'est ce qui est produit. Ce sont les effets du programme. Donc, Stuffelbeam nous dit voilà comment on peut représenter, modéliser une politique publique en vue de l'évaluer. Alors, un lointain descendant de ce modèle-là, ce qui est très courant aux États-Unis. Aux États-Unis, on appelle ça un logic model maintenant, qui est une démarche assez utilisée par les consultants, les évaluateurs. Donc, on part des inputs, output, outcomes. Donc, le logic model représente ce lien causal entre ce qu'on veut faire, ce qu'on fait et ce que ça produit comme changement, et permet de le modéliser de manière linéaire comme un modèle à nouveau causal. Alors, en France, excusez-moi pour ce modèle extrêmement touffu et complexe, mais j'ai cherché des modèles en ligne. C'est un modèle qui a été appliqué à une politique d'intégration dans le Rhône. En France, on appelle ça un DLI, diagramme logique d'impact, ou un logigramme. Donc, on part en fait à gauche en bleu, hein, sur la diapo, des réalisations, puis les impacts intermédiaires, et on arrive peu à peu aux impacts finaux de la politique. Donc c'est une autre manière de modéliser la chaîne causale d'une politique donnée pour ensuite pouvoir voir si elle s'est réalisée comme telle. Alors encore un autre modèle qui est assez couramment utilisé, notamment dans les milieux internationaux, l'arbre des objectifs, où l'on part des fins, des objectifs finaux, et on remonte aux moyens, où on peut dire qu'on va en sens inverse, on part des moyens pour arriver aux fins. Voilà, le dernier modèle que je voudrais mentionner vient du domaine de l'éducation, c'est le modèle de Figari qui a été repris dans Figari et Rémo 2014, qui est le fameux modèle ICP, donc de Gérard Figari, induit, construit, produit. C'est un modèle systémique, triangulaire, où on part de l'induit, c'est-à-dire du contexte, de ce qui est donné, des contraintes. Ensuite, on regarde ce qui a été mis en place, le construit, et ce que ça a produit. Et on regarde comment ce qui a été produit influence à nouveau le contexte. Donc c'est un modèle qui a l'avantage, par sa forme triangulaire, d'être systémique, qui a été appliqué pour évaluer
si vous voulez, des dispositifs de formation essentiellement, mais qui a aussi été à certaines reprises appliqué pour évaluer des programmes des politiques publiques avec succès. C'est un modèle intéressant que je voulais mentionner ce matin. Alors pour terminer sur les différents modèles qui permettent de reconstruire ce qu'on appelle la théorie d'action d'un programme ou d'une politique qu'on évaluerait, c'est une pratique, alors j'étais plutôt surprise de ces résultats, je pensais que c'était une pratique très commune en France, de par mon expérience du milieu de l'évaluation, et il semblerait que ce soit une pratique qui soit encore relativement minoritaire en France, d'après l'Observatoire de l'évaluation de la SFE, donc, qui a produit un rapport en 2016, son dernier rapport, donc j'ai eu l'occasion de participer de loin malheureusement, mais quand même à la production de ce travail. Laurent Barbu, qui est là aujourd'hui dans la salle, a piloté de main de maître ce travail très intéressant. Donc il y a eu 4 secteurs d'action publique qui ont été sélectionnés, puis un certain nombre de rapports que la SFE avait dans ses tiroirs ont été évalués par principe de sondage. Donc il y a eu 224 rapports d'évaluation analysés, et il s'est avéré que, alors on s'intéressait à cette question, est-ce qu'il y a une modélisation, une représentation, une théorisation de la logique de la politique publique évaluée? Eh bien, uniquement dans un cas sur 4. Donc c'est un résultat, je trouve, surprenant, mais qui laisserait à penser qu'il y a une grande variabilité selon les secteurs, notamment, puisqu'il semble que ce type d'outil soit beaucoup plus utilisé dans le secteur de l'emploi. On peut facilement imaginer pourquoi. C'est des secteurs où on peut assez facilement quantifier, modéliser des relations de cause à effet, et le moins dans le secteur de l'éducation. Ça peut s'expliquer aussi par des raisons sociologiques. Beaucoup d'évaluations en éducation sont faites soit par des chercheurs, soit par des inspecteurs qui ne sont pas forcément socialisés ou formés à ce type de démarche et d'outils, qui peuvent mettre en place d'autres démarches, d'autres outils. On a vu aussi que c'était davantage utilisé chez les prestataires privés, donc les consultants, et chez certains commanditaires par rapport à d'autres, notamment à un niveau européen, où ça semble être davantage une norme. Alors, dans un rapport sur 2, on a trouvé, quand c'était utilisé, un arbre des objectifs, donc ça semble un outil assez populaire. Le diagramme logique des impacts ou le logigramme, qui porte aussi d'autres noms, modèle logique, alors là c'est traduit de l'anglais, tableau logique d'impact, logique... Excusez-moi, c'est du direct, logique d'intervention, donc ça a été utilisé dans moins d'un tiers des cas. Et puis le cadre logique, qui est aussi un autre modèle, dans beaucoup plus rare, dans un peu plus d'un cas sur 10. C'est que peut-être il y a une marge d'amélioration, un espace pour augmenter le nombre de rapports et de pratiques qui ont recours à ce type de théorisation, de modélisation des politiques publiques en France. Je n'ai pas de chiffres pour ma part sur ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. On ne peut pas comparer sur cette base-là. Alors, la question, faut-il s'arrêter là? Est-ce qu'en matière de pratique d'évaluation, est-il souhaitable de modéliser uniquement le programme qu'on évalue? Peut-on aller plus loin? Alors bien sûr, la réponse est oui, on peut aller plus loin que cette première étape. Et Pawson, là je vais m'appuyer beaucoup sur ses travaux, nous dit, notamment en accord avec les travaux de Weiss et d'autres auteurs nord-américains, ne nous arrêtons pas ici. Théoriser, ça ne se réduit pas à théoriser un programme ou une politique qu'on évalue. Il ne faut pas s'arrêter à un programme isolé, ça ne suffit pas. Sinon, on multiplie des évaluations, on juxtapose des tas d'évaluations de programmes isolés et on ne produit pas de connaissances sur l'action publique. Il dit au contraire, on oublie une deuxième étape qui semble absolument essentielle, qui consiste à théoriser le changement dans un secteur donné, à un niveau méta, à un niveau plus général. Donc il préconise, à partir des rapports d'évaluation, une montée en abstraction, une généralisation représentée assez improprement, mais parce qu'il faut bien la représenter par une échelle dans ma diapositive numéro 12. Donc il recommande de formuler et d'utiliser de manière absolument consciente
et volontaires, ce qu'il appelle des Abstract and Higher Order Theories, donc des théories abstraites et de niveau supérieur. Hein, donc ce que Pawson appelle ces théories, selon lui, sont utiles pour prédire si le même programme produira les mêmes effets dans un autre contexte. C'est une question très intéressante quand on est concepteur de politique publique, quand on est homme politique, et d'une certaine manière, on voudrait que l'évaluation nous dise, voilà, dans le département X, ils ont mené cette expérimentation, ça a produit les effets Y et Z. Est-ce que si moi je le mets en place dans mon département, j'aurai les mêmes effets? Donc, pour Pawson, la question de la théorisation des programmes publics, la question centrale, c'est what works for whom in what circumstances. Donc, qu'est-ce qui marche pour qui dans quelles circonstances. Donc, lier les objectifs de la politique à ses effets et au contexte. N'oubliez pas les contextes, nous dit Pawson. Hein. C'est très bien d'évaluer des politiques isolées, mais à un moment, il faut pouvoir les comparer et il faut pouvoir en tirer des leçons à valeur générale. Donc il faut faire le lien entre les mécanismes, les effets, les contextes. Il faut tirer des leçons à valeur générale, nous dit-il, de l'observation de programmes spécifiques pour pouvoir construire ces théories abstraites au sujet d'une famille de programmes. Et ensuite décider quelle sera la méthode d'action privilégiée dans un secteur donné. Alors, Pawson dit par exemple, il y a eu beaucoup d'évaluations des programmes basés sur ce qu'il appelle des incentives, donc des aides par exemple financières, des crédits d'impôt, etc. Il dit le gros problème de ce type de programme, c'est qu'il y aura toujours une distorsion à travers le earn making, c'est-à-dire l'effet d'aubaine, ou des gens qui n'ont pas vraiment besoin de ce programme et qui vont l'utiliser pour un gain financier qui n'est pas justifié d'un point de vue de la politique publique. Donc, c'est intéressant de tirer ce genre de leçons à valeur générale, puisqu'après, si on s'intéresse au programme X dans la région Y, on va se demander s'il y a un effet d'aubaine sur ce programme, puisqu'on sait qu'à un niveau général, la plupart du temps, ce type de politique se traduit par des effets d'aubaine. Donc, on va aller chercher sur le terrain spécifiquement si cet effet d'aubaine a eu lieu. Voilà. Donc, la conclusion de Pawson, c'est go forth and theorize. Allez-y et théorisez, mais théorisez à un niveau politique par politique et à un niveau plus global. Qu'est-ce qui fait qu'une politique, par exemple, du cannabis va fonctionner quelle politique adopter vis-à-vis de la consommation du cannabis? Alors, on va voir, ça va être l'exemple suivant. Pawson nous dit voilà peut-être comment on pourrait représenter, modéliser, diapo 13, la théorie de programme de l'usage récréationnel d'une drogue comme le cannabis ou la marijuana, si on est dans un vocabulaire anglophone. Alors, selon Pawson, on peut représenter une théorie de programme comme un ensemble de si alors. C'est une chaîne causale, on l'a vu. Et il dit, pour un même problème sociétal donné, c'est-à-dire des gens consomment du cannabis, très bien, il y a une offre, une demande, de manière souvent illégale, que faire? Que faire? Alors, il dit, il y a plusieurs théories qui permettent de représenter, de gérer ce problème sociétal. Alors, il dit la première, si on suit la première ligne de théorie, si on légalise la vente et l'usage de marijuana, alors, donc là, on va suivre le déroulement causal, cela ne fera pas augmenter l'usage, la criminalité baissera, la consommation sera mieux encadrée, cela coûtera moins cher à l'État. Bon, là, c'est uniquement les effets positifs qui sont listés, on pourrait lister aussi des effets plus négatifs, pervers. Ou alors, cela va-t-il inciter de nouveaux usages, notamment chez les jeunes? Cela va-t-il renforcer les filières criminelles? Cela va-t-il mener à des abus? Et cet argent sera-t-il immoral? Donc là, on retombe sur des effets pervers négatifs. Donc face à un même problème, on a plusieurs théories, si vous voulez, qui s'opposent et qui sont débattues sur l'arène politique. Et la question de l'évaluation, c'est bien sûr d'essayer de dire, est-ce qu'il y a une théorie qui est avérée
au détriment d'une autre. Dans certains contextes, et dans quel contexte cette théorie se vérifie-t-elle à travers des évaluations singulières. Donc on voit assez facilement comment ce type de schéma ou de théorie générale d'un domaine pourrait se décliner pour l'évaluation d'un programme particulier, dans une région, dans un département à nouveau, aux États-Unis, hein, c'est très d'actualité avec la légalisation du cannabis au Colorado, en cours en Californie, où je suis, au Massachusetts, etc. Il y a déjà des premiers éléments de comparaison et la question du contexte est également posée. Donc pour conclure sur cette question, il existerait deux niveaux de théorisation des programmes. Le premier niveau que nous avons vu, la théorisation d'un programme spécifique isolé, ce que Patton appelle le Small Theory ou Intervention Series. Et puis il y aurait des théories plus larges, donc Larger Series selon Patton, sur la manière dont les programmes se déroulent habituellement et marchent ou ne marchent pas selon les contextes. Hein, ce que d'autres auteurs, Campbell et McGrath, appellent des Middle Range Series, qui seraient propres à un secteur public d'action donnée. Donc, je trouve intéressante l'idée qu'il n'y aurait pas un seul niveau de théorisation des programmes, mais deux, et que l'intelligence de l'évaluation et son rôle dans le débat public serait de naviguer en permanence d'un niveau à l'autre. C'est-à-dire, l'évaluateur pourrait puiser dans les théories de programme général pour évaluer un programme particulier et inversement nourrir la théorie générale par l'évaluation de son programme particulier qui démontre que dans tel contexte, on observe plutôt tel type d'effet et inversement. Alors, je cite ici des travaux qu'on a réalisés avec Marielle Barrier-Soliègue, Denis Lépicier, qui est un des organisateurs de cette journée, Anne Leroy et d'autres, et qu'on avait présenté en 2010 à l'université d'été de la SFE à Lille, qui était un très bon souvenir, où on était parti de l'hypothèse qu'il y avait également ces deux niveaux de théorisation, et on appelait le premier une théorie d'action, le niveau d'un programme, et la théorie de programme au niveau plus global. Alors, l'intérêt de distinguer ces deux niveaux de théorisation, si je passe à la diapo 15, c'est de se dire que finalement, les évaluateurs théorisent spontanément à ces deux niveaux. Et ça, c'est un résultat qu'on tire d'une recherche qu'on a menée avec Marielle Berrier-Soliac et Denis Lépicier récemment et qu'on essaye de publier dans American Journal of Evaluation. On en est à notre deuxième review, donc voilà, je ne peux pas vous dire si c'est encore complètement accepté comme article. Mais en tout cas, on a été interviewé 9 évaluateurs expérimentés. On a essayé d'identifier de les faire parler de manière très concrète de leur expérience avec les politiques publiques. Et on a, à travers la technique d'entretien qu'on a utilisée et la démarche de recherche qu'on a utilisée, on a identifié que les évaluateurs, dans leur discours et probablement dans leur action, passent en permanence d'un niveau à l'autre. C'est-à-dire qu'ils évaluent un programme X et qu'en même temps, ils théorisent sur l'ensemble des programmes du secteur X, voire l'ensemble des programmes publics, comment ça marche, à quelles conditions. Et puis après, quand ils évaluent le programme Y, ils vérifient si la leçon qu'ils ont tirée du programme X se vérifie à nouveau. Donc il y a comme ça une sorte de démarche itérative, progressive d'apprentissage par l'expérience et de théorisation. Plus ils évaluent de politique, plus ils théorisent sur ce qui fait fonctionner ou pas les politiques publiques sur la base de leur expérience. Et donc ils en tirent des leçons à valeur générale, j'en cite deux ici, mais il y en a beaucoup plus dans notre recherche. Par exemple, l'évaluateur numéro 9 qui a tiré comme leçon qu'en général, les gens ne savent pas comment cibler une politique publique ou cibler une politique. Donc ça, elle l'a rencontré, elle le dit, dans différents secteurs, à différents niveaux. Et elle, un de ses objectifs, du coup, c'est d'aider les concepteurs à mieux cibler leur politique. Évaluateur 8, lui, à travers son expérience, a tiré une leçon que ce qui est vrai au Maroc peut être totalement faux au Congo, ce qui marche pour certains peut échouer pour d'autres. Donc il dit qu'il faut toujours faire attention à ne pas généraliser trop vite, à tenir compte des secteurs, et c'est quelque chose qu'il met en pratique dans ses évaluations ultérieures et qu'il dit sans cesse à ses commanditaires. Donc on voit que les évaluateurs, ils passent sans cesse du cas X à une leçon plus générale, puis du cas Y à nouveau à leur leçon plus générale, dans un mouvement de va-et-vient entre ces deux niveaux de théorisation.
J'en arrive à la diapo suivante, qui est un schéma. Donc, c'est pour illustrer hein, ce phénomène de va-et-vient entre les deux niveaux de théorie. On va suivre un peu les pas d'évaluateur 7. Évaluateur 7 est très intéressant dans son entretien. C'est un évaluateur spécialisé sur l'évaluation des politiques sociales, les politiques de formation et d'emploi. Évaluateur 7 nous dit, lors du cas numéro 1 qu'on voit sur la diapo, donc de la première évaluation que j'ai faite dans ce domaine, j'ai constaté qu'une bonne idée politique peut être mal mise en œuvre. Et donc il nous dit, alors dans le cas numéro 1, c'était lié, si on essaie de remonter aux causes, au manque d'exigence des prestataires et du fait que l'argent était mal utilisé, et du coup, en conséquence, la politique était inefficace et était inefficace. Bien. Donc ça, c'est la première leçon qu'il tire d'une première évaluation. Puis il évalue une deuxième politique du même secteur. Il dit, à nouveau, il y avait une bonne idée, mais elle a été mal mise en œuvre et donc elle n'a pas produit les effets qu'elle était censée produire. Alors il ajoute de nouvelles causes, hein, le fait que les acteurs locaux ne voulaient pas travailler ensemble et une nouvelle conséquence, la politique n'a pas répondu à la complexité des demandes des citoyens. Bien, troisième cas, à nouveau, il nous dit, j'ai rencontré la même idée, une bonne idée mal mise en œuvre qui ne fait pas bouger le système, comme il le dit, et qui amène même à un certain gaspillage. On voit qu'au fur et à mesure de ces expériences, évaluateur numéro 7 a eu l'occasion de construire une première théorie de deuxième niveau, ensuite de la tester sur des cas ultérieurs, éventuellement de la modifier. Dans ce cas-ci, il l'a enrichie, puisque on peut dire qu'à la fin des trois cas, sa théorie a une certaine solidité, elle s'est enrichie de nouvelles causes, de nouvelles conséquences, et on va dire que si cet évaluateur devait évoluer une nouvelle politique dans le domaine social, certainement qu'il aurait comme hypothèse en tête l'idée que peut-être des défauts de mise en œuvre vont entraîner une certaine inefficacité potentielle de la politique. Il va vouloir voir si ça se vérifie. Alors, bien sûr, ce type de théorisation n'est pas forcément complètement explicite pour les évaluateurs eux-mêmes, puisqu'on a pu l'obtenir par l'entretien, non pas par des questions directes, mais par un recours au récit de l'expérience passée. Je m'arrête là pour ça. Je termine, parce que je vois que le temps passe, sur la notion de levier. Alors, je trouve que c'est une notion intéressante. On a vu tout à l'heure que Pawson utilisait la notion de mécanisme. Il y a des mécanismes d'action publique qui marchent plus ou moins selon les contextes. Et j'ai trouvé très intéressant les travaux d'économistes comme Marielle Béré-Soliègue, Denis Lépicier, Anne Leroy, qui est aussi une des organisatrices de cette journée est présente aujourd'hui. Ils ont essayé d'utiliser la notion de levier pour faire le lien entre les théories d'action individuelles et une théorie de programme plus générale. Et ils disent finalement un même commanditaire public pourrait agir sur différents leviers pour obtenir les effets qu'il souhaite obtenir. Il donne l'exemple de la politique, par exemple, de développement territorial, où un acteur local pourrait agir sur un levier d'incitation à l'aide d'aide, par exemple, pourrait agir sur un levier plutôt de réglementaire, de réglementation, pourrait agir sur un levier de formation, former les acteurs, ou un levier d'animation. Est-ce qu'une animation au niveau local suffirait? Donc c'est une notion intéressante pour cartographier dans un secteur donné l'ensemble des leviers qu'on peut activer au sens propre pour produire des effets sociaux. Et donc là, on serait à un niveau 2 de théorisation. Et puis voir ensuite, après, dans l'évaluation d'une politique donnée, quel levier a été activé dans quel contexte, qu'est-ce que ça a produit. Et ce genre de cartographie pourrait être très intéressante. Claude Saint-Pierre de Tertia, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui représentait, je crois, tente d'utiliser aussi cette notion pour son dialogue avec les commanditaires publics. Je m'arrête là, je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous souhaite une excellente journée qui sera très riche en débats, je n'en doute pas, et j'espère vous recroiser tous très bientôt lors d'un prochain séjour en France. Je vous remercie.